kilomètres pour aller à l'école. Les enfants qui continuent de faire 5 kilomètres pour aller à l'école. Quand vous prenez l'école primaire, donc, le fossé reste encore très grand. Avant de parler maintenant des collèges qu'on trouve dans chaque arrondissement. Vous voyez, arrondissement. Donc, donc l'éloignement devient encore plus grand. Maintenant, l'université, certains efforts avaient été faits par le président Boni Yayi, qui en avait créé dans plusieurs régions. Mais dans la politique de rationalité, le président Patrice Talon les a fermés. Voilà, je pense que sur ce point, il faut au moins une université dans chaque département du Bénin. Nous en avons 12, au moins une université dans chaque département du Bénin. Donc, lorsque l'enfant qui commence au cours primaire, au fil des ans, doit voir l'école s'éloigner davantage de sa maison alors que ses parents n'ont pas l'endroit où il va rester pour pouvoir fréquenter, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir le loger, vous voyez, la chance de cet écolier-là de finir le cursus diminue. Au-delà de ça, l'enseignement privé venait assister l'enseignement public. Mais sur ce point, il y a également des réformes qui ont été faites et qui ont déstabilisé, qui ont beaucoup déstabilisé dans ce secteur, de telle manière qu'à un moment donné, quand je prends le cas de l'université, les étudiants ont fui les... Agréablement. Il faut déjà commencer par ça. Ensuite, il faut donner à l'éducation nationale. D'abord, c'est vrai, j'avais déjà proposé ça, hein, donc, y compris donc, au projet de société donc, de Patrice Talon, hein, qu'il y ait un ministère de l'éducation nationale. Au moins, on a une vue globale sur tout. Ça finira par arriver. Quand je vois, par exemple, là où je suis, le pays où je suis actuellement, 25% de la population active fonctionnaire se trouve dans l'éducation nationale. Ça fait 1 500 000 personnes pour à peu près 35 millions de population active ici en France. Vous imaginez un peu ce que c'est. On en est très loin. Déjà, premier point. Ensuite, le patrimoine, c'est-à-dire les écoles, les lycées, les collèges, etc., c'est incroyable. Ça fait partie du patrimoine le plus important de l'État français. Pour l'instant, on est loin de cela. Donc, commençons d'abord par donner des lieux corrects à nos apprenants et à leurs formateurs. Ensuite, nous serons tous d'accord là-dessus. Il faut que nous ayons des ENS, c'est-à-dire donc des écoles de formation donc des enseignants, donc du secondaire, des ENI publics, je dis bien publics, par dizaines dans notre pays, pour former donc les gens, parce que les aspirants, je suis d'accord avec vous, c'est un pis-aller. Quand on se trouve devant une situation où il faut trouver des formateurs aux apprenants, ben, il faut bien prendre une décision. Donc, l'aspirana, donc c'est un peu ça. Mais ce n'est pas la solution, bien évidemment. Bon, donc, les lycées techniques, vous en avez parlé. Il y en a 2 de créés, hein, à Tchaourou, c'est un lycée technique commercial et industriel. À Bopa, c'est un lycée professionnel d'apprentissage. Tout venant, ce n'est pas suffisant. Je suis d'accord pour... Nous sommes partis de très loin.
Ce n'est pas par fantaisie qu'on nous appelait le quartier latin de l'Afrique. On nous appelait le quartier latin de l'Afrique. C'est juste. Nous sommes accrochés au latin, nous sommes accrochés au français et on bossait vraiment dur dans ce paradigme-là. Même aujourd'hui, nous restons dans ce truc de latinisation. Nous sommes parmi les derniers. Quels que soient les efforts à coups de milliards investis dedans. Ce n'est pas nécessairement, par exemple, en triplant le salaire de l'enseignant que les résultats vont être meilleurs. Ça, moi, je suis persuadé. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas tenir compte donc, du niveau du coût de vie qui galope pour ne pas ajuster les salaires. Ce n'est pas de ça. J'ai juste expliqué que, je veux simplement expliquer que ce n'est pas la masse, ce n'est pas l'argent qu'on engloutit dedans. Encore faudrait-il qu'on mette ça là où il le faut. Nous devons changer de paradigme. Si nous ne changeons pas de paradigme, on sera toujours en train de tourner en rond. Le budget de l'éducation, vous allez regarder et chercher un peu partout. Les pays qui sont sérieux ici ingurgitent beaucoup. Bien sûr. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Afin de continuer à vous offrir des vidéos de meilleure qualité, j'aimerais solliciter votre soutien. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, contribuer à l'amélioration de l'équipement et des ressources nécessaires à la réalisation de vidéos plus captivantes. Votre générosité aidera à faire évoluer la chaîne vers de nouveaux horizons. Chaque don, quel que soit son montant, compte vraiment. Vous trouverez le bouton merci pour faire un don en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup. Donc, on va aborder avec vous trois la question de l'éducation, ce qui a été fait et ce qu'on doit faire pour que, parce que c'est, on a effleuré tout à l'heure rapidement, c'est un certain névralgique où il faut apporter, c'est le capital humain, comme quelqu'un l'a dit tantôt, il faut apporter le nécessaire pour construire le Bénin de demain. Donc, je vais refaire un peu la présentation des invités sur ce panel. Il y a le docteur Nathaniel Kiti, qui est enseignant-chercheur en sciences politiques et le chef de département de sciences politiques à la FADET SP, à l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi. Le professeur ici qui était avec nous tantôt, qui est professeur émérite, ancien premier vice-recteur d'université, et le professeur Baloubi, qui est professeur aux États-Unis. Je crois que c'est Norfolk State University, si je ne me trompe pas. Ok, c'est bon. Donc, voilà les trois invités. Et puis, on va aborder la question de l'éducation rapidement. C'est regroupé sous l'Axe 5 du PAG et améliorer les performances de l'éducation. Le premier point sur lequel je voulais que les invités s'expriment rapidement, c'est améliorer la qualité de l'éducation. Sur ce point précis, professeur ici, est-ce qu'au cours des 4 dernières années, des actions ont été menées pour pouvoir améliorer la qualité de l'éducation au Bénin? Alors, nous sommes dans un secteur qui est un secteur important pour tout gouvernement et qui l'est aussi pour le gouvernement de la rupture, du gouvernement Talon. Je pense que quand on veut aborder ce secteur, il faut savoir l'existant. Et vraiment, l'existant, c'était, excusez-moi un peu le terme, c'était un désordre vraiment au niveau de tout ce qui était enseignement privé. Et au niveau de l'enseignement public, nous n'avons pas, nous ne sommes pas donnés les moyens pour avoir un enseignement public aussi donc de qualité. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement lourd dont a hérité le gouvernement donc, de la rupture. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés à faire mieux? Mais je crois que le débat que nous allons commencer, pour ce qui me concerne, je montrerai ce qu'ils ont pu faire par rapport à cela. Mais je dis, comme c'est un mot d'introduction, qu'il ne faut jamais oublier l'existant. D'où partons-nous? Et ça,
Quand la parole me sera donnée là-dessus, j'aurai donc à au moins le préciser avant que nous ne rentrons vraiment dans le détail des choses. Merci, professeur. Ici, je reviens. Professeur Kiti, vous qui êtes à l'URC, est-ce que au cours des dernières années, vous avez constaté quand même une amélioration de la qualité de l'éducation, que ce soit au niveau universitaire ou dans les autres niveaux, que ce soit secondaire ou bien primaire? Merci, Monsieur Jules Djossou, de m'avoir encore invité ce dimanche pour débattre d'un sujet d'une importance capitale pour tout pays qui veut se développer, à savoir la question de l'éducation. Je remercie également les autres panélistes que vous venez de présenter tantôt. C'est une occasion pour moi d'échanger avec eux. Je leur souhaite bon dimanche. Je pense que j'ai écouté mon prédécesseur qui a peint en noir l'existant. Moi, je vais dire que cette figure de l'existant qu'il a donnée, je ne la partage pas trop, étant donné que nous avons hérité d'un système de l'éducation coloniale et que c'est au fil des décennies que nous allons réussir à l'adapter à nos besoins de développement. Je pense que les gouvernements successifs ont fait des efforts tels qu'ils conçoivent le système de l'éducation avec les experts qui les ont entourés avant l'arrivée à la tête de l'État du président Patrice Talon. Maintenant, est-ce que de 2016 à aujourd'hui, 2020, est-ce qu'il y a eu amélioration? Pour l'apprécier, nous sommes mieux placés, étant donné que nous sommes dans le secteur. Moi, je vais dire en toute sincérité qu'il y a eu beaucoup de recul. Il y a eu beaucoup de recul. Et c'est regrettable, ce recul qu'on constate, surtout dans le secteur dans lequel je suis, à savoir l'enseignement supérieur. C'est vrai que dans l'enseignement secondaire, primaire et maternel aussi, les enseignants regiment et nous apprenons tous les jours les raisons pour lesquelles il y a de remue-ménage. Est-ce qu'il y a eu amélioration dans ce secteur-là? Bon, c'est mitigé en ce qui concerne le primaire et le secondaire. C'est mitigé à mon point de vue. C'est ce que je peux dire pour le moment, M. Djossou. Merci, professeur Kiti. Je vais donner la parole au professeur Baloubi, qui est là en tant qu'observateur. Si vous appréciez, professeur Baloubi, si on peut prendre les 15 dernières années, quel regard vous portez sur l'évolution ou les performances des différents gouvernements pour pouvoir améliorer la qualité de l'éducation? Merci, Djossou. Merci, chers collègues, de partager ce plateau avec vous. C'est un honneur, c'est un grand plaisir. Doyen Kossi Faustin ici et mon collègue Kiti, qui doit être un peu plus jeune que moi. Ça me fait 43 ans, n'est-ce pas, dans la profession. J'avais à peine 24 ans, j'ai commencé, j'ai fait le parcours. Je n'utiliserai pas les termes des militaires, parcours de combattant, mais j'ai été enseignant dans le secondaire. J'ai commencé au CEG d'Alada et où j'enseignais le français, l'anglais et l'espagnol. Après, je suis passé à l'école normale supérieure à Porto-Novo. Je fais partie de la première promotion donc de ceux qui devaient former ensuite dans les écoles normales intégrées.
Et puis, ça a fermé les portes et je me suis retrouvé donc au département d'anglais. Ça ne s'appelait pas département parce que c'était beaucoup de sections regroupées, l'allemand et consorts. Et on en était là, j'ai obtenu une bourse et j'ai quitté le pays, mais je n'ai pas cessé d'enseigner. Et je n'ai pas cessé de suivre de très près ce qui se passe au pays. J'ai des enfants, j'ai des cousins, des parents et consorts. Je crois que si nous devons parler des performances, moi je dirais tout simplement, je ne suis pas là pour faire l'apologie du mal ou du bien, je ne suis pas Marcel Jouando. Je suis là pour vraiment que nous parlions d'une vision pour notre pays, une vision pour notre peuple, une vision, donc ça s'entend de manière claire qu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse. Il y a quelque chose qu'il faut changer fondamentalement, quel que soit le régime qui est en place. On ne peut pas parler de performance lorsqu'on a, sur la base simplement de combien d'écoles ou bien combien d'enseignants. Nous parlons de performance par rapport à combien de personnes savent lire, savent écrire, savent calculer. Les chiffres sont là, que ce soit le rapport système éducatif au Bénin, des performances encore loin des attentes, et ça c'est publié le 16 octobre 2019 par Claude Urbain, Clague-Béton, ça sonne béninois. J'ai consulté aussi les chiffres de la Banque mondiale, j'ai consulté les classements jusqu'au niveau universitaire. Toute l'Afrique francophone est absente, par exemple. Donc, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Lorsque nous parlons de performance, c'est qu'il y a de références. C'est qu'il y a des objectifs à atteindre. Et on se demande comment est-ce qu'on peut mesurer cette performance. Comment est-ce que nous pouvons dire on a atteint les objectifs que nous sommes fixés. Et du point de vue donc de la performance. Il est vrai, les paramètres nombre d'infrastructures, enseignants et d'autres paramètres, la formation, il y a beaucoup d'autres choses. Moi, je suis fondamentalement pour la réforme, des réformes très profondes dans le sens donc, de l'éducation, parce que sans l'éducation, nous n'avons absolument rien. J'ai entendu parler des chiffres d'économie, des statistiques. Sans ça, on n'a absolument rien. Il y a beaucoup de choses à revoir et je ferai des propositions concrètes si on en avait le temps. Merci. Merci, professeur Balobi. La première action inscrite au PAG, c'est reconstruire le système éducatif en phase avec les ambitions économiques. Ce que moi je retiens de ça, c'est comment il faut, comme on le dit de façon plus simple, il faut adapter la formation aux besoins du marché. Et pour ça, je reviens vers vous. Par rapport à ce qui a été engagé, est-ce que les réformes qui ont été entreprises au cours des dernières années par rapport au curricula de l'enseignement, est-ce qu'on a pu remodeler les programmes d'enseignement pour les adapter aux ambitions économiques du PAG? Je pense que si on va comme ça, on risque de ne pas percevoir l'essentiel. Au moins, il y a une chose sur laquelle les trois panélistes nous sommes d'accord, c'est qu'il nous faut une véritable ambition pour notre système éducatif. Deuxièmement, je suis parfaitement d'accord avec le professeur Balobi pour dire que l'enseignement supérieur, l'éducation nationale africaine au niveau des pays francophones, d'une part, l'enseignement supérieur africain sont loin de ce qu'on peut imaginer pour le développement des pays. Et j'ajouterai en troisième position que si le gouvernement de la rupture demain, parce que nous sommes en fin de mandat, si le gouvernement de la rupture demain veut réellement embrasser la question de l'éducation nationale, il faut qu'il fasse comme il a fait pour les infrastructures, pour l'énergie, pour la santé. Ce sont des centaines de milliards qu'il faut y investir. J'ai eu l'opportunité, la chance sans doute, d'avoir exercé ici en France, d'avoir
eu des responsabilités. Savez-vous que l'Université de Lille, ce sont 10 000 étudiants, c'est plus de 700 millions d'euros de budget par an. Face à notre UAC, qui doit être à peine à une dizaine de milliards de francs CFA. Donc, nous ne jouons pas du tout dans la même catégorie. Quand je disais tout à l'heure, M. Kitty a pensé que je noircissais les choses. Non. C'est que, comme l'a dit mon collègue Balobi, et comme vous le dites aussi d'ailleurs, nous n'avons pas vraiment avancé depuis le système colonial. Puisque, quand le gouvernement Talon est arrivé aux affaires, comme ils disent, mais il y a encore 7% de nos jeunes qui rentrent dans l'enseignement supérieur. 85% en gros vont au CI, en maternelle. On en perd le tiers à la sortie du CPE, du CEPE. Et on perd comme ça jusqu'à l'université. Ce qui veut dire que quand le gouvernement Talon est arrivé, il y avait, disons, 210 000, 220 000 BEPC, de gens qui ont eu le brevet. À peu près pareil pour le baccalauréat. Alors que nous avons plus de 4 millions, presque 5 millions de population scolarisable, moins de 18 ans. Et nous n'en sortons qu'à la fin, entre le BPC comme diplômé et le baccalauréat, nous en sortons à peine 400 000. Ça va être 10%. Que faisons-nous des autres? Donc, c'est un réel problème. Et je m'excuserai auprès de monsieur Kitty, de mon collègue Kitty. C'est parce que quand je disais que quand le gouvernement Talon est arrivé, nous avions 7 universités. Or, on ne donne pas les moyens à ces établissements de pouvoir fonctionner. Ça, c'est un gros problème. Donc, c'est pour ça que je plaisantais un peu. Hein, donc, je ne pouvais pas dire que bon. Donc, bon. Mais, dans le même temps aussi, il faut rapprocher l'enseignement supérieur des populations. Évidemment. Monsieur Baloubi, oui. C'est une évidence que nous avons, j'étais encore à Porte-Novo il y a un mois à peu près. L'école urbaine centre est restée dans l'état dans lequel il était quand moi j'étais là-bas. Donc ça veut dire que c'est un défi énorme que nous avons ensemble à faire. Et je suis d'accord avec vous qu'au moment où nous parlons, le gouvernement de la rupture a fait beaucoup de choses. Par exemple, pour les enseignements privés, enseignement supérieur privé, il y en avait plus de 130. Il a dû rationaliser, ça n'a pas été simple. Pour le problème on ne forme pas nos enseignants. On ne forme pas nos enseignants. Moi, j'ai connu 2 ENS. Ils sont toujours 2 ou 3, peut-être 4, parce qu'il faut rajouter Natidengou, quelque chose comme ça. Alors qu'il en faut au moins 1 dans chaque département. Bon, donc, vous voyez, c'est colossal. Le gouvernement qui est là a mis beaucoup d'efforts, a fait beaucoup d'efforts sur les outils de développement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous savons que nous avons encore devant nous l'éducation nationale où vraiment il faut y mettre le paquet, vraiment le paquet. Voilà ce que je peux dire. Merci, professeur. Ici, professeur Kitty, vous pouvez réagir aux éléments évoqués par... Oui, je pense que tel que monsieur Aïssi, le professeur Aïssi l'a dit, c'est tout le système qu'il faut repenser et non une partie du système. Il se fait que
c'est une partie du système qu'on est en train de repenser, ce qui fait que ça ne marche pas. Il a abordé les aspects tout à l'heure qui méritent réflexion. D'abord, dans la présentation de sa statistique, il attirait l'attention sur les écarts entre ceux qui commencent et ceux qui réussissent à finir. Comment faire alors pour maintenir au moins 90% de ceux qui commencent dans le système et les accompagner jusqu'à finir? Et il a abordé un aspect qui est de rapprocher l'école des apprenants. Sur ce point, quand vous prenez même l'école primaire, voire maternelle, ce n'est pas encore ça. Vous avez des enfants qui continuent de faire 10 km pour aller à l'école, des enfants qui continuent de faire 5 km pour aller à l'école. Quand vous prenez l'école primaire, donc, le fossé reste encore très grand. Avant de parler maintenant des collèges qu'on trouve dans chaque arrondissement, vous voyez, arrondissement. Donc l'éloignement devient encore plus grand. Maintenant, l'université, certains efforts avaient été faits par le président Boni Yayi, qui en avait créé dans plusieurs régions. Mais dans la politique de rationalité, le président Patrice Talon les a fermés. Voilà, je pense que sur ce point, il faut au moins une université dans chaque département du Bénin. Nous en avons 12, au moins une université dans chaque département du Bénin. Donc, lorsque l'enfant qui commence au cours primaire, au fil des ans, doit voir l'école s'éloigner davantage de sa maison, alors que ses parents n'ont pas l'endroit où il va rester pour pouvoir fréquenter, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir le loger, vous voyez, la chance de cet écolier-là de finir le cursus diminue. Au-delà de ça, l'enseignement privé venait assister l'enseignement public. Mais sur ce point, il y a également des réformes qui ont été faites et qui ont déstabilisé, qui ont beaucoup déstabilisé dans ce secteur, de telle manière qu'à un moment donné, quand je prends le cas de l'université, les étudiants ont fui les écoles privées, l'enseignement universitaire privé, pour venir grossir le rang de l'université publique, étant donné qu'à un moment donné, ces réformes devraient les amener à passer des examens à la fin de leur formation. Vous voyez, c'est une réforme qui a déstabilisé encore l'enseignement privé. C'est vrai que certains trouvent le bien fondé de cette réforme et d'autres comme moi la trouvent non importante, étant donné que le gouvernement qui autorise a pour mission de veiller au respect des normes et non de créer encore un examen à la fin de la formation des étudiants dans l'enseignement privé. Donc voilà autant de défis qui restent aujourd'hui et qui sont des défis permanents. Des défis permanents, d'autant plus que même si le président Patrice Talon s'en va en 2021 ou en 2021, celui qui viendra fera face encore à ce défi, étant donné qu'il est permanent. Donc, nous devons savoir d'abord que pour qu'un pays se développe, c'est d'abord l'éducation. Et dans ce secteur-là, M. Baloubi a apporté un aspect important aujourd'hui. Nous avons beaucoup de Béninois qui ne savent pas encore ni lire ni écrire. Alors que la langue officielle du travail, c'est la langue française. C'est ça dans la Constitution. La langue dans laquelle nous faisons le débat actuellement, c'est la langue française.
comment est-ce que les populations peuvent participer pleinement au combat de l'enracinement de la démocratie, de défense des droits humains, combat multiple qui s'impose aujourd'hui sans comprendre cette langue-là dans laquelle se mène le débat, sans savoir lire et écrire dans cette langue. Donc, à ce niveau-là, je pense que de 1960 à ce jour, nous avons tous échoué. Donc, il faut reprendre ça d'abord. C'est le minimum. C'est le minimum à faire d'abord. Faire en sorte que l'enseignement primaire, secondaire soit obligatoire jusqu'à un âge donné. Obligatoire. Obligatoire jusqu'à un âge donné. Faire et veiller à ça, que ça soit obligatoire. On peut ouvrir des écoles d'adultes dans les villages pour que les personnes âgées qui ne savent ni lire ni écrire aillent là-bas les soirs pour apprendre à lire et à écrire dans la langue française. Parce que la Constitution l'a bien précisé, c'est la langue du travail. Voilà l'observation que je peux faire pour le moment. Je vais laisser la parole au professeur Baloubi avant qu'on va revenir quand même au PAG, parce que l'objectif de l'émission, c'est vraiment de voir ce qui a été prévu et ce qui a été fait. Donc, par rapport, je constate que les trois invités quand même sont d'accord sur le fait que le défi est énorme, qu'il faut agir. Mais pourquoi, professeur Baloubi, pourquoi les politiques ne vous suivent pas? Parce que vous êtes des enseignants et vous êtes d'accord sur le diagnostic, mais on constate que quand même des gouvernements successifs depuis 1960 n'ont pas suivi, n'ont pas apporté les vraies solutions aux problèmes que vous rencontrez. D'accord. On se dit tout, je crois que c'est tout le sens de ton émission. Moi, je dirais à cœur ouvert. Je peux déjà même mettre de côté toutes les recherches que j'ai faites et les statistiques et consorts, mais néanmoins, je vais en donner donc quelques-deux pour soutenir la thèse suivante. Je crois que les deux collègues, Dr Kiki et professeur Aïssi, je vous remercie de votre honnêteté intellectuelle en tant qu'enseignant. Et on est non seulement enseignant, mais on est éducateur. Et c'est très important. Et je salue cette honnêteté que vous avez, dont vous faites preuve. Nous sommes là, ceci n'est pas un débat contradictoire, je ne veux pas qu'il en soit un. Je voudrais que ce soit trois intellectuels qui ont fait leur expérience, qui ont vécu sur le terrain, qui sont allés ailleurs et qui ont eu des données, n'est-ce pas, pour comparer, qui ont des rêves ou un grand rêve pour leur pays, pour leur peuple, pour l'avenir de leur jeunesse. Alors, je vais dire merci à tout ce que le professeur Aïssi a dit. Merci au professeur, au docteur Kiti. La seule différence, pour moi, est la suivante. Nous parlons des années 1960 jusqu'à ce jour. Nous parlons d'adaptation. Nous parlons de la promotion de la culture. La culture de qui? Est-ce que c'est la culture béninoise? Est-ce que c'est la culture africaine? Docteur Kiti a touché du doigt, mais il a dévié par rapport à moi, ma position. Il a dit alphabétiser les gens en français, puisque la Constitution, en son article 1er, dit que nous sommes, par exemple, on n'est plus une colonie française. On n'est plus une colonie française. Et cela retarde la question de l'éducation. Que chacun d'entre vous me prouve le contraire. Si votre formation, depuis la maternelle jusqu'à l'université pour obtenir les doctorats de 4e, de 20e siècle ou de 20e cycle que nous avons, si c'était dans Fon, si c'était en Dindi, si c'était en Idacha, vous voyez, nous nous évertuons, nous nous cassons beaucoup plus que les Français pour arriver à ce niveau. Et lorsque nous composons avec eux, nous en battons. Il y a beaucoup qui ne comprennent même pas, qui ne maîtrisent même pas leur langue autant que nous. Mais ça fait pas bien. Nous sommes au 21e siècle. Nous devons changer le système progressivement. Au diable, reconnaissons parfois certaines vertus qu'ils ont. La révolution était un diable pour nous. Mais pour moi, la vertu qu'elle a eue dans le sens de l'éducation
c'était de créer les centres d'éveil et de stimulation de l'enfance. Parce que l'éducation, ma foi, ça commence là, la tendre enfance. L'éducation, c'est de la maison jusqu'à l'école, de l'école à la société et vice-versa. Donnez-moi l'exemple d'un pays en dehors de l'Afrique qui s'est développé réellement dans la langue d'autrui. C'est la question fondamentale. Je ne dis pas qu'il faille changer brutalement et que subitement, on commence à faire les mathématiques en fond. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais il faut commencer. Je vais vous dire, c'est ça qui m'amène à vous dire que ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas le nombre d'admis au BPC, au bac. Encore que le BPC n'existe même plus en France, le CP, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Si on doit comparer les chiffres, on va dire le nombre de réussite, les gens ont fait mieux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les derniers chiffres, par exemple, au baccalauréat, sur le site de l'Office du bac, le total, donc le taux de réussite est de 49,12%. Et ça a été publié sur le site le 25 août 2020. Donc, ce n'est pas le nombre de réussites. Encore qu'un examen est un examen, ce n'est pas un concours. Donc, le professeur ici a vu juste en disant que 7%, puis, etc., ou est-ce qu'on va faire des autres? C'est ce que les autres ont compris et c'est ça que nous devons comprendre aussi. Et pour comprendre, ça ne suffit pas, il faut changer. Comme l'autre disait tantôt, il faut rebaser, ils ont utilisé le terme économique, ce n'est pas là le problème. En 1972 à 1973, il y avait eu 1347 candidats au baccalauréat, 799 étaient reçus. Et le taux était de 59,30%. Et là, on était en pleine révolution. En pleine révolution. 59,30%. Et puis, je fais partie de la promotion qui a subi l'examen probatoire et c'était terminé. Nous avons subi les épreuves, donc il fallait tamiser pour aller en terminale. De 73 à 74, il y a eu 1691 candidats. Nous étions 610 à réussir, 36%. Donc, si on va s'accrocher simplement à ces chiffres, vous voyez, ça va être en dents de scie, mais comme le professeur Haïti disait tantôt, parlant des dettes, ce n'est pas les emprunts, ce n'est pas la dette, ce n'est pas ça tellement qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Ce n'est pas le taux de réussite, mais qu'est-ce que les gens deviennent? Est-ce que la mentalité a changé? Est-ce que nous pouvons vraiment parler de notre culture ou bien nous allons toujours continuer à promouvoir la culture française? C'est là, moi, mon problème. Et je vois mon pays, mon rêve pour mon pays et pour l'Afrique, est que nous sortions de cette démarche et que nous puissions dire il n'y a rien de mauvais à être polyglotte, au contraire, on gagne, mais on nous dit, nous autres, pour nous diviser, vous parlez trop de langues, et quelle est la langue qui sera la première et la deuxième? Ce n'est pas là la question fondamentale. Nous devons commencer progressivement. Rouvrir donc les centres d'éveil, de stimulation de l'enfance dans les langues nationales, les langues de chez eux, même si nous devons maintenir le français. Et que progressivement, nous arrivons au secondaire, où on n'impose plus le grec, le latin, le chinois, le russe, l'allemand, l'espagnol, et on ne songe à aucune langue africaine, encore moins une langue béninoise. Il faut qu'on y pense et qu'on repense. Il ne faut pas penser ou repenser les plaies. Il faut amputer et se trouver d'autres pieds. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Des solutions concrètes pour en arriver là, si on a le temps, ou alors on aura besoin d'une autre émission, on pourra en parler. Et profondément, moi, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, c'est mon rêve. Dans 25 ans, dans 50 ans, où est-ce que nous serons? Si on ne commence pas, on ne fera jamais rien. On n'avancera jamais. On sera toujours en train de tourner en rond. Vous avez vu, les statistiques aussi ont montré, parce que la langue française est un handicap. Les pays, les coins les plus reculés,
en dehors des grands centres urbains. Vous allez voir que les résultats, là, si on va fonctionner à combien sont reçus, là, sont plus élevés dans les centres urbains, dans les milieux où les parents savent lire et écrire la langue française. Et si la langue française cessait d'être effectivement, n'est-ce pas, le point d'achoppement, ce qui bloque, à partir de ce moment, vous allez voir, le paysan à tout contournant pourra aider son enfant. Les statistiques sont vraiment exécrables dans les milieux les plus ruraux. Ok, professeur Balobi, quand on avait abordé tantôt le volet économique de cette émission, le professeur ici avait soulevé la question des emplois qualifiés. On peut bien vouloir investir 9 000 milliards pour redresser l'économie. Si on n'a pas des cadres bien formés pour pouvoir accompagner le mouvement, les résultats souhaités vont être quand même mitigés. Donc, c'est pour ça que je voulais que, comme on inscrit dans le PAG, la question de l'adaptation du système éducatif aux besoins réels du pays et des entreprises. Je voulais que le professeur Aïssi puisse partager avec nous rapidement qu'est-ce qui a été fait sur ce volet pour qu'on puisse évoluer rapidement dans le débat. Alors, il faut qu'on se dise que ce qui a été fait n'est pas mal, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Bien. On était parti de 7 universités, par exemple. On en est arrivé à 4. Les 2 traditionnelles, Parakou et Abomey-Calavi, et puis Abomey et Kétou, qui déjà sont des universités thématiques, disons des écoles polytechniques. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Et je sais que le gouvernement actuel est encore aussi en train de penser à une école polytechnique, par exemple, à Ouida. De façon plus large, il faudra des écoles polytechniques de métiers. Alors, il ne faut pas seulement, quand on dit école polytechnique, il ne faut pas seulement penser à l'enseignement supérieur. Hein. École polytechnique de métiers dans chacun de nos départements. Parce que nous avons matière pour cela. Même si je regrette qu'aujourd'hui, les effectifs qui sont dans les scolarités sont autour d'1 million en gros, alors que les effectifs potentiels sont plutôt 4 millions. Même pour ce million-là, on n'a pas assez d'écoles polytechniques de métiers. Électricité, menuiserie, je ne sais pas moi, pour tout ce qui est BTP, hein, donc, etc. Donc, on a besoin de ça. Alors, le gouvernement essaie de faire un effort sur ces choses-là. Le collègue, le professeur Kiti, par exemple, parlait tantôt de la question, même le professeur Baloubi aussi d'ailleurs, donc parlait donc de la question même donc de la maîtrise de sa langue maternelle, qui concourt en tout cas à une meilleure entrée dans la vie d'apprentissage. Mais pour ce faire, malheureusement, nos pays africains, y compris le mien, n'ont pas mis l'accent sur la recherche, c'est-à-dire ce qui permet de revisiter toute notre histoire, dahoméenne bien sûr, mais aussi africaine, et de nous concevoir des programmes d'histoire, des programmes de géographie, et naturellement, en intégrant les grandes langues africaines, le Yoruba, le Swahili, en Afrique de l'Ouest, etc., parce que toutes ces langues-là ont des racines communes. Et ça permet après aux apprenants, en commençant par leur langue maternelle ou régionale, donc de rentrer dans la modernité.
qui sont les autres langues. Donc, c'est une évidence. Mais pour ce faire, ben, il faut déjà beaucoup investir dans la recherche. De la même manière que, on a parlé tout à l'heure de santé, il y avait une école de médecine à Dakar, il y a une 50aine d'années, qui regardait beaucoup la pharmacopée africaine. On a des tas de choses à faire dans ce domaine-là. Bon, alors, donc, le gouvernement qui est arrivé, qui est là, a commencé d'abord par essayer d'accompagner, c'est ce que je peux dire, hein, nos apprenants. Par exemple, il y a eu un programme de cantine scolaire, où maintenant c'est plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui au moins ont un repas par jour. Après, c'est le domaine donc, de la santé. Bon. Mais une fois qu'on aura fait tout ça, je pense maintenant qu'il faudra donc qu'il y ait donc le cœur du sujet. Alors, et c'est vrai, alors là, je vais donner quelques chiffres. Quand j'ai parlé, puisque nous sommes dans l'éducation nationale, savez-vous que les effectifs d'enseignants APE titulaires étaient de 12 770 en 2014-2015 et sont passés aujourd'hui à 20 978 en 2019. Maintenant, il faut ajouter les 20 000 aspirants là, donc, que le gouvernement est en train donc, d'introduire donc, dans le système. Mais quand on aura dit ça, la seule éducation nationale pour le million d'élèves dont nous avons besoin, enfin, qui sont actuellement là, parce que je dis, il y en a, c'est le quart de ce qui, donc, de ce qui est potentiel. Pour ce cas-là, il faut déjà au moins 80 000 enseignants qualifiés. Je dis bien qualifiés. Et ça fait un enseignant pour 50 élèves. Donc, vous voyez, on en est encore bien loin. Hein? Bon, donc, je pense que soyons modestes. Des choses sont faites actuellement, des choses sont en train d'être faites, mais nous avons encore beaucoup de gaps donc, à franchir. Mais en amont, si nous devons effectivement embrasser tout ce que nous sommes en train de dire, il faut vraiment que notre recherche soit vraiment abondée, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui, y compris sur la rupture. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Alors, maintenant, ce qui est dommage aussi, et ça, c'est un constat que j'ai fait en préparant cette émission, entre 2016 et 2019, donc les statistiques qu'on a donc en main, c'est que ils étaient 965 000, en gros, élèves, et on est aujourd'hui à 830 000. C'est-à-dire qu'il y a une baisse. Alors que, théoriquement, il n'y en a pas assez. Et on se rend compte, quand on rentre dans les détails, que c'est le nombre de filles qui, au cours de ce cursus, disparaît. Parce que nous avons d'autres problèmes de mentalité, en particulier donc, dans les zones rurales, donc à gérer, par exemple. Donc, vous voyez, les défis sont énormes. Nous avons donc à faire en sorte que nos populations s'accordent avec ceux qui les dirigent pour laisser tous les enfants accéder à l'éducation. Donc, il y a des choses qui sont faites, il y a encore pas mal d'efforts à faire. C'est ce que je peux dire par rapport, disons, à quelques statistiques dans le domaine stricto sensu de l'éducation. Merci, professeur. Ici, professeur Kiti, par rapport à l'adaptation du système aux besoins du marché, aux besoins économiques,
quelles sont les évolutions que vous avez constatées au cours des dernières années? Bon, très peu, hein? Je ne suis pas en mesure de le dire parce que j'en ai constaté très peu. Au contraire, j'ai observé beaucoup de recul. J'ai bien suivi M. Haïssi tout à l'heure, les différents aspects qu'il a abordés. Les recherches, il a mis l'accent sur les recherches. Je peux vous dire que pendant 4 ans, le gouvernement du président Patrice Talon a tué les recherches au Bénin. A tué complètement les recherches à l'université aujourd'hui, là où je suis. Je vous le dis, M. Haïssi. On a supprimé la possibilité pour les formateurs d'aller se former. C'est supprimé. Aujourd'hui, vous prenez les universitaires pour avancer en grade. Au CAMES, on a institué le paiement. Ça n'existait pas. Donc l'émulation a disparu. Et ceux qui sont partis au CAMES depuis 2 ans, l'avancement là, c'est problématique. On est allé jusqu'à interdire la reconnaissance administrative. C'est-à-dire, vous avancez en grade, vous êtes professeur titulaire, on doit continuer à vous désigner par votre grade de maître de conférence. Vous voyez, on a tué les recherches à l'université aujourd'hui. Or, il ne peut pas avoir de développement sans les recherches. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a COVID-19, c'est avec les recherches qu'on va découvrir le vaccin. C'est ça, les recherches. D'où l'importance des recherches dans tous les pays au monde. Voyez-vous, quand M. Agon, notre compatriote Agon, avait dit qu'il a découvert ou bien qu'il a un médicament pour lutter contre cette maladie, vous avez vu la réaction du gouvernement? Ça a contribué à tuer aussi l'esprit de recherche. On devrait l'accompagner jusqu'à la phase expérimentale. Tout ça là est vérifié. Si ce qu'il dit est vrai, on devrait l'accompagner. On ne l'a pas du tout accompagné. On ne l'a pas du tout accompagné. Donc, c'est pour vous dire que sur ce point-là, il n'y a pas du tout d'avancée en ce qui concerne les recherches. Maintenant, vous avez parlé des écoles de polytechnique. Il faut partir d'abord des lycées techniques. Les lycées techniques pour l'enseignement secondaire. Il y en a combien dans notre pays? Les lycées techniques ne sont pas nombreux dans notre pays. Il faut au moins un lycée par commune. Lycée technique par commune. Associer les artisans qui sont là pour la formation, pour le début. En attendant maintenant de recruter les enseignants. Il le faut, la formation technique. Vous voyez ce que je sais pour l'OME. Je réside à Porto-Novo. Vous avez un lycée technique à Porto-Novo. Et il faut aller jusqu'à Kobé pour trouver un autre. Donc, si vous résidez à Diohun, vous résidez à Bonou, vous devez venir à Porto-Novo pour aller au lycée technique. Vous voyez? Ce qui réduit d'abord la chance de l'apprenant d'accéder à cette formation technique-là. C'est vrai que dans le domaine de la langue de travail, il y a M. Baloubi qui a apporté une nuance importante. Mais les faits sont là aujourd'hui que la constitution béninoise, c'est la langue française. Donc, il faut d'abord faire avec ça. J'ai constaté qu'au niveau de l'enseignement secondaire, il y avait eu une phase expérimentale en ce qui concerne l'enseignement de nos langues nationales. Je ne sais pas ce que cela est devenu aujourd'hui. Je ne sais pas ce que cela est devenu. Ça avait commencé, mais je ne sais pas ce que cela est devenu. Vous savez, moi, quand j'étais au cours primaire, j'ai été alphabétisé dans la langue Goun,
Donc aujourd'hui, moi, je sais écrire et lire dans la langue goum quand j'étais au cours primaire. C'était pendant la période révolutionnaire. J'ai été alphabétisé dans la langue goum quand j'étais au cours primaire. Donc tous les samedis, il y avait l'enseignant, le maître alphabétiseur qui venait. C'est vrai, ce n'était pas obligatoire, mais moi, j'avais participé à ça. Toutes choses qui ont disparu. Maintenant, il y a aussi les statistiques que M. Haïssi a données en ce qui concerne les filles. Je l'ai suivi tout à l'heure. Il a mis l'accent sur les pesanteurs socioculturels. Ce n'est pas que les pesanteurs socioculturels, ce n'est pas que ça. Il y a d'abord la situation économique. Il y a la situation sociale, la situation économique. Il y a aussi la suppression d'un certain nombre d'avantages que le président Boni Yayi avait institués pour améliorer l'accès des femmes. Depuis le président Soglo, à travers l'initiative de son épouse, Madame Soglo Vidolé, vous vous rappelez de cette époque-là où elle passait de commune en commune pour sensibiliser en vue d'envoyer les filles à l'école. Donc, il y a eu la suppression de ces avantages-là au profit des filles dès l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Donc, il faut rétablir ces avantages-là pour espérer que les filles vont retourner à l'école. Maintenant, vous avez parlé aussi de l'aspirana. Moi, je ne sais pas ce que cela veut dire parce que quand moi j'ai appris que quelque chose de genre existe dans notre pays, et c'est la preuve de ce que nos gouvernants n'ont pas à cœur les problèmes de l'éducation. Cette méthode de recrutement d'enseignants. Moi, je pense que ça tue l'enseignement, cette affaire d'aspirana. Il faut mettre fin à ça. Voyez-vous, pourquoi quand on parle du domaine de l'économie, il n'y a pas d'aspirana? Quand on parle de la diplomatie, il n'y a pas d'aspirana, ainsi de suite. Pourquoi c'est dans le secteur de l'éducation qu'il doit avoir d'aspirana? À cause de peut-être de ce que le professeur Haïssi a démontré tout à l'heure, l'écart entre la demande et ce qui est là aujourd'hui. 80 000, nous sommes à 20 000. Mais pour combler ça, ce n'est pas l'aspirana qui est la bonne méthode. Aujourd'hui, pour enseigner au secondaire, au primaire, à l'université, il faut avoir un diplôme. Un diplôme pour enseigner. Vous avez parlé tout à l'heure des écoles normales. Les écoles normales sont là pour former ceux qui doivent enseigner au secondaire et puis au primaire. Mais ce sont ceux-là qu'il faut recruter. Il faut former, il faut recruter pour enseigner, pour améliorer la qualité de l'enseignement. L'aspirana, c'est un système qui tue la qualité de l'enseignement. Donc, il faut former, il faut recruter les enseignants, il faut trouver d'autres modes de recrutement des enseignants que d'instituer un système qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose à la qualité de l'enseignement. Et dans notre pays, on mesure, tel que M. Baloubi l'a dit, on mesure les performances de l'enseignement par rapport au nombre de grèves qu'il y a eu au cours de l'année, par rapport au nombre d'admis au BPC, au nombre d'admis au bac, au nombre d'admis au CEP. Or, la qualité, ce n'est pas ça. Et souvent, quand on en parle, les gens ne viennent pas à l'université pour voir tout au moins le nombre d'admis dans nos facultés. Ils ne viennent pas, ils se contentent juste de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, comme si la formation s'arrête à ce niveau-là. Il faut aller aussi à l'université pour voir le taux de réussite dans nos facultés, le taux de réussite dans nos écoles. Il faut aller voir ça. Et c'est là qu'on aura une bonne idée de ce qu'ils appellent la performance. Alors que dans la réalité,
La performance ne doit pas être mesurée par rapport à ça la seule. Il faut aller au-delà du nombre d'admis au BPC, au bac. Dans nos universités aujourd'hui, surtout les facultés, parce que le plus grand nombre d'étudiants se trouve dans les facultés. Moi, au cours de l'année académique qui vient de s'achever, j'ai pris la photo pendant un cours. J'ai pris la photo et j'ai envoyé cette photo-là à un ami. Je lui ai dit de voir les conditions dans lesquelles nous formons. J'ai pris la photo de la manière dont le cours se déroule, de là où j'étais assis, du nombre d'étudiants dans la salle. Mais c'est ahurissant. C'est insupportable aujourd'hui, au XXIe siècle. Il faut venir dans nos facultés pour voir ce qui se passe là-bas. Il faut que le chef de l'État fasse un tour à l'université d'Abomey-Calavi à la rentrée prochaine. C'est vrai, aujourd'hui, il y a Covid et les cours se feront en ligne. C'est vrai, mais au moins dans les endroits où il n'y a pas de... Il peut venir au moins voir l'état des infrastructures, les infrastructures dans lesquelles nous formons les étudiants. Il faut venir voir l'état des infrastructures. Ça repousse l'enseignant, ça repousse les étudiants. L'état des infrastructures, ça repousse l'enseignant, ça repousse les étudiants. Donc, nous avons encore beaucoup de chemin. On doit investir dans l'éducation. On doit investir davantage dans l'éducation, Au lieu d'investir dans l'armement pour tirer sur les populations, pour sécuriser le pouvoir, il faut investir dans l'éducation pour obtenir des citoyens de qualité qui vont comprendre le fonctionnement de l'État. Il faut investir dans l'éducation pour obtenir des citoyens de qualité qui vont contribuer au développement. Voilà ce que je peux dire. OK. Avant de laisser la parole au professeur Balobi, je crois que le professeur Ketia m'avait parlé d'une contrainte de temps autour de 17 heures. Je ne sais pas combien de temps il a encore avec nous. Oui, nous pouvons continuer. J'ai repoussé légèrement. OK, merci beaucoup pour votre disponibilité. OK, professeur Balobi, vous avez la parole par rapport aux interventions des autres panélistes. Et vous pouvez nous dire aussi quelle sera la priorité du problème de l'adéquation du système éducatif par rapport aux enjeux de développement. Je crois que tous les trois, nous accordons nos violons pour dire qu'il faut prendre beaucoup plus au sérieux le secteur de l'éducation. Je crois que ça, c'est un point commun à nous tous. D'ailleurs, il n'y a pas de grande divergence. C'est simplement les approches, les stratégies ou les techniques. Sinon, la réalité est là, elle est indéniable. Nous avons beaucoup à faire, s'il faut reprendre les termes du professeur Haïti, c'est certain. Nous avons beaucoup à faire et on risque de continuer à piétiner. Et après talon, il y aura un autre talon. Ça veut dire quoi? Talon peut avoir réussi, nous allons l'applaudir. Il y aura un autre, au même moment, il y aura des gens pour le décrier. Il y aura un autre talon, ça veut dire que quelqu'un va faire peut-être autant, sinon plus que talon, mais il y aura toujours des gens pour décrire. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique. La dynamique est qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'on dise lorsqu'on fait des comparaisons sur le plan donc sous-régional, où le Burkina Faso a une meilleure performance. Lorsqu'on fait le classement dans le plan, au niveau donc des pays francophones d'Afrique, il y en a au moins 10, au moins une dizaine, que nous soyons quelque part. Nous sommes partis de très loin. Ce n'est pas par fantaisie qu'on nous appelait le quartier latin de l'Afrique. On nous appelait le quartier latin de l'Afrique. C'est juste. Nous sommes accrochés au latin, nous sommes accrochés au français et on bossait vraiment dur dans ce paradigme-là. Même aujourd'hui, nous restons dans ce truc de latinisation. Nous sommes parmi les derniers. Quels que soient les efforts à coups de milliards investis dedans. Ce n'est pas nécessairement, par exemple, en triplant le salaire de l'enseignant,
que les résultats vont être meilleurs. Ça, moi, je suis persuadé. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas tenir compte donc, du niveau du coût de vie qui galope pour ne pas ajuster les salaires. Ce n'est pas de ça. J'ai juste expliqué que, je veux simplement expliquer que ce n'est pas la masse, ce n'est pas l'argent qu'on engloutit dedans. Encore faudrait-il qu'on mette ça là où il le faut. Nous devons changer de paradigme. Si nous ne changeons pas de paradigme, on sera toujours en train de tourner en rond. Le budget de l'éducation, vous allez regarder et chercher un peu partout. Les pays qui sont sérieux ici, ils y ingurgitent beaucoup. Bien sûr. Ben, mais c'est cela qu'il faut. C'est le secteur qui forme toutes les autres branches. Toutes. Je ne connais pas un métier qui ne soit pas, n'est-ce pas, issu, qui ne soit pas le fruit des efforts d'un enseignant. Fut-il francophone, anglophone, en français, en japonais ou bien en délit enfant. Je voudrais dire ceci. Changeons de paradigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller soigner le mal à partir de la racine. Ce n'est pas les symptômes que nous devons voir, c'est la racine. Nous ne pouvons pas nous développer. Nous ne pouvons pas nous développer si nous ne le faisons pas. Et moi, ma simple proposition, ce n'est pas qu'on doit commencer, on doit, c'est-à-dire du jour au lendemain, ça va arriver. Le professeur ici a dit la recherche. Oui. Quand nous parlons des langues, il y a beaucoup de linguistes au Bénin. Il y en a au Bénin. Et si nous en manquons, il y en a dans la sous-région. Nous sommes dans la diaspora. Nous pouvons nous concerter et puis produire quelque chose. Il y a des gens qui produisent déjà des livres de chimie en lingala, etc. On va dire, mais tout cela, il faut harmoniser les points de vue et s'assurer, mais c'est progressif. Ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas forcément dans 10 ans, ça peut être 25 ans, 50 ans pourvu qu'on y arrive. Mais si nous ne commençons pas, les collègues ici, je voudrais que quand on va quitter cette émission, vous soyez derrière moi pour que vous battiez le tambour pour dire, commençons par ouvrir les centres d'éveil, de stimulation de l'enfance. Je suis content que le professeur, que le docteur Kiti ait dit qu'il a bénéficié de cela. C'est très important. Nous cassons trop la méninge par rapport aux autres qui parlent le français comme langue maternelle, qui parlent l'anglais comme langue maternelle. Rapprochons-nous des pays anglophones. Comment se fait-il qu'ils soient meilleurs que nous? Qu'est-ce qu'ils font? Le professeur Kiti a parlé du CAMES. C'est encore là c'est de la francophonie. C'est de la francophonie que je vais traduire par ce que Maître Robert Dossou appelait béninoiserie. C'est de la francophonerie. Moi, je pense que ça doit disparaître. Cela doit disparaître. Nous allons nous demander qu'est-ce que les pays anglophones font? Qu'est-ce qui leur réussit? Ici aux États-Unis, si vous voyez les performances des universités, n'est-ce pas, les 30 premiers classements du monde, c'est en Europe ou aux États-Unis ou bien au Canada. Parce que leur système, c'est basé sur la formation, la recherche. Et quand on dit éducation, c'est les enseignants, c'est eux. Et je pense aux enseignants de la maternelle. Je pense aux enseignants du primaire. Ces gens qui doivent passer des nuits blanches à préparer leurs leçons minutieusement et qu'un conseil pédagogique doit viser. Mais quand ça quitte là, eh bien, c'est terminé. Le secondaire, il n'y en a pas. À l'université, c'est encore moins. Je ne suis pas en train de dire que les professeurs à l'université ne font pas de préparation, bien sûr. Ils doivent faire de préparation beaucoup plus dense parce qu'ils ont affaire à des adultes. Mais les conditions dans lesquelles ils travaillent, les conditions, donc, ils n'ont pas de sous pour la recherche. Chaque université devait, n'est-ce pas, financer la recherche. Ne serait-ce que, au moins, quand on dit qu'il te faut présenter de papier à 2 conférences, au moins sur les 2 conférences, il faut que quelqu'un puisse au moins supporter le voyage ou bien les frais ou l'inscription et tout pour une. Et il n'y a pas un examen à passer. Dans les pays anglophones, cherchez partout, où on envoie à CAMES et puis il faut payer. Non. Et vous publiez, et c'est sur la base de ces publications. Mais ce n'est pas des publications dans des revues de rue.
mais le cadre est défini. Chaque entité définit ce qu'on attend d'un maître assistant pour qu'il aille au grade supérieur, ce qu'on attend d'un professeur assistant pour qu'il aille au grade supérieur. Donc, les entités définissent cela. Au niveau de l'enseignement maternel, c'est la même chose. Et des objectifs sont fixés et on sait comment allons-nous mesurer notre progression ou bien nos performances. C'est défini. Il y a quelque chose de bon qui se fait. Je pense qu'il y a quelque chose de bon qui se fait. De toute façon, j'ai entendu parler du Conseil national d'éducation. Je crois que ce n'est pas nouveau. Ça existait sous Yahi. Je crois que peut-être qu'il y a une formule nouvelle. J'attends de voir si elle est meilleure. Cette idée, elle est bonne. Nous devons dépolitiser l'éducation. Et j'allais m'en arrêter là. Si jamais nous politisons, on peut avoir la politique de l'éducation, mais il faut dépolitiser l'éducation. Et parlons de l'éducation, non pas au pluriel, mais au singulier, c'est-à-dire l'éducation nationale. J'ai admiré la formule du professeur Aïssi qui parle toujours de l'éducation nationale, c'est-à-dire la vue globale. Nous avons plusieurs ministères, alors qu'en France, on parle toujours de ministre de l'éducation nationale. Nous sommes un petit pays, nous avons plusieurs. Vous voyez déjà, cette dépense-là pouvait financer la recherche, par exemple. Mais parlons bien de grâce, plaidons, faisons le plaidoyer pour que progressivement, 30 ans après la conférence nationale, si on ne doit pas retourner là encore, pour donner une boussole dans tous les secteurs, donner une boussole à tous les gouvernements qui vont arriver. Et là, on n'en serait pas là à dire qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait ceci, chacun vient avec son projet de société. Le PAG devait être puisé de cette boussole, de ce plan, n'est-ce pas, national, de la vision nationale. Ça doit être de là. Ce n'est pas simplement des orientations politiques. Dans le domaine de l'éducation, dans tous les secteurs donc, de la vie de notre nation, je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Et moi, je serai à cette conférence où je contribuerai tout jusqu'à la dernière goutte de ma sueur ou de mon sang pour l'éducation, nos langues nationales, notre culture, pour que nous sortions, n'est-ce pas, de l'ornière, parce que c'est de l'ornière qu'il s'agit. Merci, professeur Balobi. Oui, monsieur Diossou, si vous permettez, pour ne pas oublier, monsieur Balobi a abordé un aspect tout à l'heure, le plan national. Le plan national. Je pense qu'il y a un plan national désormais qui a été adopté. J'avais participé à un atelier en 2018, je crois, ça a été adopté, le plan national de développement. Je pense que dans ce plan, il y a tous les secteurs qui sont abordés. Donc, en principe, tel que vous venez de le dire, les différents candidats aux élections doivent aller puiser dans ce plan national pour élaborer leur projet de société. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est souvent fait. Hein. Chacun vient avec sa conception du secteur. Et c'est là le véritable problème que nous avons dans notre pays en ce qui concerne le développement. Donc, ces plans existent au niveau national, au niveau régional, au niveau international, mais très peu vont puiser dans ces plans-là pour concevoir leur programme d'action. Donc, il faut amener les gouvernants à puiser dans le plan qui a été adopté pour concevoir leur programme d'action. Merci pour cette précision. En parcourant le PAG volet éducation, on peut dire que le gouvernement a un peu anticipé. Si on se réfère un peu à l'actualité du coronavirus, où pratiquement dans toutes les universités du monde, les cours sont en ligne depuis la rentrée d'octobre. Donc, le gouvernement avait prévu 2 volets, introduire des technologies de l'information et de la communication au niveau primaire, secondaire et universitaire. Et le deuxième volet, le gouvernement a parlé de l'interconnexion des universités publiques. Sur ce volet, professeur ici, est-ce que nous avons eu des avancées au cours des dernières années? Vous voyez, je pense que dans le domaine
du numérique, faisons extrêmement attention. Il y a des choses qui peuvent être faites, sans doute, dans le supérieur. Et ayant quitté le Bénin il y a à peine une semaine, je sais que j'ai des neveux, des nièces qui sont donc dans le supérieur. Je sais qu'à ce niveau-là, déjà, il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de problèmes. Pour ce qui concerne les cours en ligne, j'entends. Alors, donc, ça veut dire qu'au niveau de la maternelle et tout ça, etc., bon, il faut vraiment, donc, enfin, je pense qu'il faut beaucoup y réfléchir. Avec des pincettes, oui. Il faut beaucoup y réfléchir. Non, moi, je pense que nous avons pour l'instant, nous avons des fondamentaux à voir. Les fondamentaux, c'est que nos écoles, nos collèges CEMG, aujourd'hui, ne sont pas des lieux où on peut apprendre agréablement. Il faut déjà commencer par ça. Ensuite, il faut donner à l'éducation nationale. D'abord, c'est vrai, j'avais déjà proposé ça, hein, donc, y compris donc, au projet de société donc, de Patrice Talon, hein, qui est un ministère de l'éducation nationale. Au moins, on a une vue globale sur tout. Ça finira par arriver. Quand je vois, par exemple, là où je suis, le pays où je suis actuellement, 25% de la population active fonctionnaire se trouve dans l'éducation nationale. Ça fait 1 500 000 personnes pour à peu près 35 millions de population active ici en France. Vous imaginez un peu ce que c'est. On en est très loin. Déjà, premier point. Ensuite, le patrimoine, c'est-à-dire les écoles, les lycées, les collèges, etc., c'est incroyable. Ça fait partie du patrimoine le plus important de l'État. Pour l'instant, on est loin de cela. Donc, commençons d'abord par donner des lieux corrects à nos apprenants et à leurs formateurs. Ensuite, nous serons tous d'accord là-dessus. Il faut que nous ayons des ENS, c'est-à-dire donc des écoles de formation donc des enseignants, donc du secondaire, des ENI publics, je dis bien publics, par dizaines dans notre pays, pour former donc les gens, parce que les aspirants, je suis d'accord avec vous, c'est un pis-aller. Quand on se trouve devant une situation où il faut trouver des formateurs aux apprenants, ben, il faut bien prendre une décision. Donc, l'aspiranat, donc c'est un peu ça. Mais ce n'est pas la solution, bien évidemment. Bon, donc, les lycées techniques, vous en avez parlé. Il y en a 2 de créés, hein, à Tchaourou, c'est un lycée technique commercial et industriel. À Bopa, c'est un lycée professionnel d'apprentissage. Tout venant. Ce n'est pas suffisant. Je suis d'accord pour dire que quand on prend par exemple le Cotonou, il lui fallut peut-être une dizaine d'écoles professionnelles. Alors, regardons donc par département. Donc, c'est vrai que tout ceci nécessite de gros investissements. C'est pour ça que je dirais, quel que soit le pouvoir qui sera là demain, il faut un plan Marshall pour l'éducation nationale. Autrement, tout ce dont nous parlons, mais on n'avancera pas beaucoup. Bien évidemment que nous avons besoin de faire évoluer les enfants de chez leur maman, leur papa, à l'école. La transition, ça ne peut être que nécessairement dans leur langue
d'origine. Ensuite, maintenant, on voit comment on bascule, donc dans le français ou autre. Bon, donc, non, je pense que nous sommes dans un domaine où on ne peut pas dire opposant, non opposant, etc., etc. Il faut vraiment que nous nous disons, prenons ensemble à bras le corps le problème. Je pense que tout à l'heure, M. Kiti, vous avez parlé donc de planification. Nous savons, je suis désolé, nous savons ce qu'il faut faire. Il y a eu donc des planifications bien avant. Même le CNE qui a été revu et corrigé existait. Le Conseil national d'éducation existait. Oui, oui, oui. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Mais toute la difficulté, c'est comment nous mettons ça en œuvre et quels moyens nous donnons à ceux qui vont le faire. Je pense que si demain, un gouvernement arrive et dit « je mets 5 000 milliards sur 5 ans sur l'éducation nationale, ça fait 1 000 milliards par an, ça ne sera pas de trop. Compte tenu de tout ce qu'il y a à faire, il faut voir l'état de nos établissements donc, au Bénin. Ça ne sera pas de trop. Et on ne peut pas ne pas passer par là. Il faut bien que nos politiques qui vont se présenter demain, ils se mettent cela dans la tête. Voilà. Merci, professeur Ici. Je crois que le professeur Ici vient de dire, avant de passer même, ou bien de commencer par parler de la connexion numérique, tout ça, il faut d'abord le cadre de travail actuel des élèves soit d'abord corrigé et amélioré. Monsieur Kiti, qu'en pensez-vous par rapport à cet aspect de l'éducation nationale actuelle? Oui, mais c'est une préoccupation importante, le cadre. J'ai abordé celui de l'université tout à l'heure, où vous avez devant vous 2000 étudiants. 2000 étudiants, vous en avez qui tombent en syncope, qu'on transporte à l'hôpital. Vous venez à Calavi, c'est ça. Bon, maintenant, si vous allez dans les écoles secondaires, c'est pareil. Vous avez les classes qui sont bondées de monde. Vous avez des classes à ciel ouvert, les enfants qui sont sous les manguiers, même à Cotonou, à Porto-Novo, dans les grandes villes. Et si vous allez au primaire, ça, c'est pire. C'est pire. Vous avez aujourd'hui des écoles qui sont inondées. Et les enfants sont à la maison et ils seront à la maison jusqu'au mois de janvier au moins, minimum janvier, avant de reprendre les classes à cause de l'inondation. Et chaque année, c'est ça. Ce n'est pas que c'est arrivé cette année. C'était pareil à l'année dernière, ainsi de suite. Donc, et la situation n'est pas du tout reluisante en ce qui concerne le cadre de formation. Il faut construire les infrastructures. Il faut construire les infrastructures. Il faut construire les salles de classe. C'est très important aujourd'hui. C'est vrai que chaque gouvernement vient et fait des efforts. On ne peut pas dire qu'il y a des gouvernements qui n'en ont pas construit. Mais, vous savez, le taux de population, là, ça augmente. Et ça augmente, ce qui accentue encore le besoin et la demande. Donc, il faut une véritable planification et les moyens pour accompagner cette planification-là. C'est très important. Je ne pense pas que ce soit la planification qui manque. Parce que si vous allez dans les 3 ministères dont on a parlé tout à l'heure, vous avez au moins une direction qui s'occupe de cette affaire de planification. Ah ouais, donc, ce n'est pas ça qui manque. Voilà, les DPP, ce qu'on appelle les DPP. Ça existe au primaire, ça existe au secondaire, ça existe au ministère de l'enseignement supérieur également. Donc, je ne pense pas que ce soit la planification qui manque. C'est plutôt les moyens pour accompagner cette planification en vue de construire les écoles, les salles de classe plutôt. À l'université, d'Abomey Calavi, ces dernières années, les 2 ou 3 dernières années, moi, je n'en ai pas vu. J'en ai beaucoup vu au moment où
Le président Boni Yahi était là avec des salles de classe qui sont construites même par l'UEMOA, par des donateurs privés, par Ouattara, ainsi de suite. Mais ces 3 dernières années, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas si quelque chose a été fait. Mais j'ai vu réhabilitation, des peintures qui sont passées. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Hein? Si vous prenez la faculté de droit et de sciences politiques, la faculté de sciences économiques et de gestion, vous avez les gros effectifs. La FAST, vous avez les gros effectifs. Surtout la première année, vous voyez des enfants qui sont à la porte pour suivre. Les enfants debout à la fenêtre pour suivre. Hein? Ça repousse. Ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Je pense que sur ce point, le chef de l'État doit faire un effort de se déplacer dans les universités, d'aller sur le terrain. Il sort très peu, le président Patrice Talon, il sort très peu. Il doit sortir, il doit aller sur le terrain pour voir la réalité par rapport à ce qui figure dans le programme d'action du gouvernement. Il doit aller voir la réalité. C'est très important aujourd'hui. Monsieur Baloubi avait parlé du CAMES. Je pense que, à mon avis, il y a un intérêt au CAMES, l'intégration dont vous parlez tout à l'heure. Vous avez dit qu'il faut concevoir un programme et qui va au-delà du Bénin, mais qui intègre les autres pays, surtout en ce qui concerne la langue d'enseignement. Je pense qu'au niveau du CAMES, c'est une chance pour ce secteur-là d'avancer avec le CAMES. Et puis, c'est vrai qu'il y a des reproches au CAMES. Il y a même des ouvrages qui ont été publiés récemment pour dénoncer un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'il faut améliorer ce qui se fait au niveau du CAMES. Il faut améliorer ce qui se fait au niveau du CAMES plutôt que de le rejeter. C'est vrai que quand on regarde, on a l'impression que c'est un système francophone, c'est un système qui pérennise la domination de la France. On a cette impression. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Je ne pense pas. Parce que ceux qui évaluent, ce sont des Africains qui évaluent. Hein. Ceux qui dirigent, ce sont des Africains. Pour que le système puisse être véritablement africain, il faut que les pays africains investissent dans le système. Et il se fait que les pays africains investissent très peu dans le système. Et ce sont les donateurs qui viennent porter le système. Donc, tant que les donateurs vont venir porter le système, ils vont faire prévaloir leurs intérêts. C'est normal. Donc, les pays africains doivent reprendre en main le système, investir dans le système, africaniser le système. S'ils n'investissent pas dans le système, ils ne peuvent pas l'africaniser. Parce que vous aviez dénoncé tout à l'heure la formation au Bénin. Vous disiez que est-ce que ce qui se fait reflète les besoins du Bénin, reflète la culture béninoise. Comment est-ce que ce qui se fait va refléter les besoins du Bénin, va refléter la culture béninoise si l'État béninois n'investit pas dans le système? Si c'est la France, si c'est la francophonie, si c'est la Banque mondiale qui doit continuer à supporter le système éducatif, moi je ne pense pas qu'on soit en mesure d'obtenir le résultat que vous recherchez là. Et c'est en cela que je rejoins le professeur ici qui dit qu'il faut véritablement un plan Marshall. Si nous voulons décoller, nous devons investir dans l'éducation. C'est très important. Si nous voulons décoller, nous devons investir dans les recherches. C'est très important. Si nous n'investissons pas dans les recherches, dans l'éducation, si nous investissons moins dans les recherches, dans l'éducation, nous prendrons encore beaucoup de temps pour décoller. Merci beaucoup. Il nous reste environ 15 minutes pour l'émission.
le professeur ici a parlé de plan Marshall. Il a même avancé, il a même dit si on mettait 1000 milliards par année, que ce ne serait pas de trop. Est-ce que, professeur Balobi, si on prend le cas de la décentralisation, si mes chiffres sont bons, je crois que l'UMOA recommande que l'État consacre environ 15% de son budget et transfère 15% de son budget aux communes. Est-ce qu'on peut arriver à un système où les organismes régionaux peuvent recommander un pourcentage du budget à consacrer à l'éducation pour faire avancer les choses? Professeur Balobi. Oui, merci. Je crois que la chose est possible. Et tous les trois, nous sommes d'accord sur ce qu'on peut appeler plan Marshall ou plan, je peux l'appeler Dioguera ou Kava. Mais l'essentiel, c'est l'idée qui est derrière donc, ce plan-là. C'est très important. Pour répondre précisément à la question que tu as posée, et je vais enclencher d'autres réponses ou propositions, la décentralisation, voilà la formule, par exemple, que d'autres pays ont utilisée et qui leur a marché. Nous sommes en train de parler de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Nous avons vu et nous savons qu'on a toujours besoin des mécaniciens. On a besoin des gens pour nous installer ceci. Les besoins sont là et sont permanents. Chaque localité a ses spécificités. Certains pays ont créé, et nous l'avons proposé dans les coulisses longtemps, ça n'a peut-être pas pris, les collèges communautaires. Si j'appelle ça collège, c'est au sens donc peut-être béninois ou francophone du terme, parce que collège, ça peut être université. C'est collège donc communautaire, qui peut s'arrêter soit au niveau du secondaire ou que ça peut aller au niveau donc les 2 premières années de l'enseignement supérieur. Et ces collèges communautaires, n'est-ce pas, forment des gens à des métiers concrets, les métiers qui sont recherchés, les métiers dont on a besoin. Et les entreprises, si elles existent, les industries, si elles existent, effectivement, supportent, viennent sur les campus pour recruter déjà ces gens qui viennent de sortir, qui viennent de recevoir leur diplôme. Donc, la solution collège communautaire est une réponse. Aussi, africaniser le système, j'abonde aussi dans ce sens, je l'embrasse. Et on ne peut pas africaniser le système si on doit continuer avec le CAMES. On ne peut pas africaniser le système si on ne prend pas en compte nos cultures africaines, si on ne prend pas en compte les connaissances endogènes. Le professeur Haïti a parlé de pharmacopée. Vous voyez, on fait beaucoup de choses dans l'informel en matière donc de la santé, de pharmacopée, la phytothérapie, etc. Je crois que les connaissances endogènes sont très importantes. Et je crois qu'il y a des branches déjà comme ça à l'université. Moi, j'ai un cousin qui fait beaucoup de recherches dans ce domaine. C'est le docteur Dafon Segla-Aimé. Et il n'est certainement pas le seul. Donc, c'est à encourager. Le cadre, le numérique, je pense qu'on doit s'appesantir sur le numérique parce que ça participe aussi du cadre de l'apprentissage, de l'amélioration donc des conditions d'apprentissage, même de l'enseignement. Si le numérique, je pense qu'il est en train de faire des avancées dans notre pays, nous devons aller dans ce sens et y mettre tout ce qu'il faut. On peut connecter, on peut rapprocher, n'est-ce pas, l'enseignement des enseignés. Si on a un Wi-Fi, si on a donc la connexion Internet, si on investit dans ce sens, on peut rapprocher. On peut sortir de notre francophonie et collaborer avec le Nigeria, avec le Ghana. Tenez-vous tranquille, le Ghana et le Nigeria, dans la région ouest africaine, en dehors du Sénégal, sont les meilleurs dans le domaine de l'éducation. L'Afrique du Sud, sur le plan africain, occupe beaucoup les toutes premières places, mais il y a toujours les pays anglophones qui nous dépassent. Donc, sortons de cette histoire de francophonie, parce que la science est universelle. Parce qu'on sera en train de se plaindre il faut payer pour qu'on puisse aller. Je ne dis pas que les gens ne font pas du bon travail, ce n'est pas ça qui est l'essentiel.
Mais sortons des confins, n'est-ce pas, de ces frontières, de cette balkanisation pour nous ouvrir. Et c'est ça l'intégration aussi. Quand nous parlons de l'africaniser, c'est encore beaucoup plus vaste. Je vais parler de la planification. Il y a plusieurs sortes de planification. Des planifications existent. Est-ce que c'est des états généraux de l'éducation, de l'enseignement? C'est de ça qu'il s'agit? Je pense que planification, ça a plusieurs branches. On peut parler de planification du point de vue infrastructurel. Combien d'écoles faut-il construire? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Les matériels, les bibliothèques et tout cela, c'est de la planification. Pour que dans 20 ans, dans 25 ans, chaque école puisse avoir une bibliothèque à elle. Il y a aussi des critères d'évaluation. Ça participe de la planification aussi. Donc, critères d'évaluation, pas des hommes, mais du système. Notre système éducatif. Comment est-ce que nous l'évaluons? Et nous commençons donc par évaluer les performances d'école en école, de collège en école, d'université en université, qu'elle soit publique ou non. Encore que, comme le professeur Haïti l'a dit, l'école publique, les universités publiques, c'est ça la préoccupation, n'est-ce pas? Ça doit être la préoccupation première du gouvernement. La préoccupation première. Et encourager aussi, bien sûr, les institutions privées. Et si déjà il y a une planification dans le sens donc, des critères et d'évaluation, d'existence même de ces entités, et je crois qu'on aura fait œuvre utile. Et c'est ce que j'allais dire pour conclure, que je n'ai pas je ne garde pas dedans à ce qui se fait au CAMES, comment ça se fait, mais déjà il y a un problème d'argent qui se pose, il faut payer. Ailleurs, on n'a pas besoin de payer, mais les gens sont plus performants quand même. Ils ne sont pas étouffés dans leur recherche et ont la possibilité d'évoluer. Vous sortez de CAMES avec votre niveau, vous sortez de ce cadre, vous allez dans un pays anglophone, allez voir si on va accepter ce que vous faites. C'est l'inverse aussi qui se passe. Je sais avec quelle difficulté, je ne veux nommer personne, on a accepté un collègue qui a quitté un pays anglophone avec le titre de professeur plein. Mais CAMES, les règles de CAMES obligent, on l'a ramené jusqu'au bas de la colline, il fallait qu'il fasse la démonstration qu'il pouvait publier 2 livres, 4 livres par semaine. On arrivait là, sortir tout ce qu'il avait. Je pense que ce n'est pas cela. Si nous sommes en train de changer et nous parlons de licence, maîtrise, doctorat, nous avons changé cette histoire. Nous avons changé parce que le monde évolue. C'est comme ça, tous les systèmes. On est allé de doctorat de 3e, c'est un doctorat unique. C'est venu d'où? Des pays anglophones qui ont de l'avance sur nous dans le monde et en Afrique, en Europe, un peu partout. Donc, essayons d'imiter ce qui marche et laissons de côté la fierté d'être des assimilés. Merci, professeur Baloubi. Nous allons faire un dernier tour de table. Il y avait un projet quand même important, un projet phare du PAG, la Cité internationale de l'innovation et du savoir. On a parlé de recherche, on a parlé de créativité. Je crois qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Donc, je vous laisse la parole pour votre mot de fin en 3 minutes environ. Professeur Haïti, si vous voulez parler rapidement de la Cité et puis nous partager votre mot de fin. Avant de parler de l'assise, permettez-moi de dire un mot sur le CAMES. Okay, parce que c'est une instance d'évaluation et dans l'enseignement supérieur, c'est important. Je crois que mon collègue Kitty a touché du doigt une réalité. C'est celui qui paye qui décide. Malheureusement, pour tous nos organes africains, les pays africains ne payent pas. L'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, c'est l'Union européenne, la France, la Banque mondiale et compagnie, qui financent. J'étais, il y a 2 ans ou 3, ici à Lille, au
à la conférence annuelle donc, des maires francophones. Donc, c'était Martine Aubry qui avait accueilli cela. Les collègues du Bénin m'ont souhaité à ce que je les accompagne. Donc, j'étais dans la salle. J'ai regardé le budget. Aucun pays africain n'émarge pour 1 franc CFA dans le budget des maires francophones. Comment voulez-vous que vous puissiez décider à partir du moment où vous ne le faites pas? Le cas du CAMES, c'est pareil. La plupart de nos programmes africains, pas seulement le Bénin, hein, parce que bon, dans mes responsabilités antérieures, donc j'ai sillonné le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, etc. La plupart des programmes sont financés par la France en général et l'Union européenne. La francophonie. La francophonie. C'est pas normal. Si on veut être responsable, il faut prendre nos responsabilités, y compris dans le domaine du financement. Je vais vous donner un exemple qui m'a choqué. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur un programme PEA, pays établissement africain, programme établissement africain, où, parce que nos 3 institutions d'excellence béninoises, l'IMSP, l'INE et l'EPAC, avaient souscrit, étaient dans un autre programme qu'ils appelaient ACE, quelque chose d'excellence, ils ne pouvaient plus souscrire au PEA. Mais quand j'ai regardé ce programme ACE, on allait emprunter 20 millions d'euros à l'AFD pour construire des lycées chez nous. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Nos gouvernements doivent décider des programmes qu'ils ont à faire chez eux et se donner les moyens, y compris en allant emprunter à des taux concessionnels partout où ils veulent, ou même en allant, comme on a dit tout à l'heure, donc en économie, emprunter sur le marché pour faire cela. C'est la seule manière que nous avons d'être libres de faire ce que nous avons envie de faire. Et si nous voulons demain avoir un programme pour l'Afrique, pour le Bénin, il faut d'abord que nous commençons par là. Alors, venons maintenant donc sur la CISE. C'est quelque chose dont j'ai eu à discuter, hein, donc au moment où donc, ça se faisait. Il y a des choses très intéressantes qui se font là, très sérieusement. Hein. On a vraiment donc des qualités d'innovation. Mais j'ai dit quelque chose qui, pour moi, malheureusement, n'est pas encore mise à jour. Si vous voulez avoir un centre d'innovation international, il faut que, à côté, vous ayez une recherche académique qui soit de même niveau et qui puisse dialoguer avec ceux qui seront dans cette CISE-là. Je le dis d'autant qu'ici, à Lille, chaque grande université, sciences et techniques, santé, etc., nous avons un centre d'innovation à côté. Parc scientifique de la Haute-Borne pour les sciences, Eurasanté pour la santé, Euratechnologie pour tout ce qui est numérique, etc. Et ça, nous avons en face une recherche académique de ceux dignes de ce nom, qui a les mêmes équipements que ceux qui se trouvent dans ces centres-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on prend le cas de l'IAC, nous n'avons pas d'équipement scientifique à cette hauteur-là. Donc, vous voyez, la CISE est une excellente chose, mais en face, il faut vraiment que nous donnons les moyens à nos universitaires pour qu'ils puissent
dialoguer avec ceux-là qui viendraient de partout. Parce que l'innovation, c'est ça. Hein. Elle n'est pas seulement béninoise, elle viendra de n'importe où. Voilà ce que je peux dire. Et pour mot de conclusion, ben, je souhaite pour nous tous, hein, donc je l'ai dit tout à l'heure, pour quel que soit le président qui arrivera demain, ben, il faudra de toute façon qu'on prenne à bras le corps donc l'éducation nationale, qui pour moi, encore aujourd'hui, c'est pas encore ça. Merci, professeur. Ici, je laisse la parole au professeur Kiti. Oui. Je pense que d'abord au niveau du CAMES sur lequel je vais encore revenir, c'est vrai, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de critiques, mais c'est aussi vrai que c'est utile aujourd'hui. C'est utile parce que ça offre l'opportunité aux universités de dialoguer, d'échanger. Je pense qu'il faut continuer avec ça jusqu'à ce que nous ayons trouvé un nouveau système qui puisse le remplacer. Mais pour le moment, c'est utile. C'est utile pour nos pays. Et l'aspect que j'avais abordé, c'est important, le financement au niveau du CAMES. Vous avez l'agence universitaire de la francophonie qui existe. L'agence universitaire de la francophonie qui existe et qui fait beaucoup de choses. Alors que les États eux-mêmes sont incapables d'en faire. C'est vrai que les États contribuent au niveau de la francophonie, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que ce que l'agence universitaire de la francophonie fait est limité. Donc, c'est l'État qui doit prendre en charge la formation des formateurs pour améliorer la qualité de l'enseignement. Monsieur Haïssi a abordé un aspect tout à l'heure en ce qui concerne ce centre-là de la cité de l'innovation et du savoir. Vous savez qu'à l'université d'Amo-Mekaravi, il y a l'IFRI. Il y a l'IFRI, qui est un institut de formation et de recherche en informatique. Il y a l'EPAC, École Polytechnique. Donc, quand vous prenez ces écoles-là, vous avez des filières de formation qu'on retrouve encore au niveau de cette cité-là dont on parle. Alors que le gouvernement en a fait une priorité au niveau de ces cités, ces écoles manquent de moyens pour améliorer la qualité de formation. Je pense qu'il faut véritablement faire un débat et concentrer les efforts au lieu de les disperser. Si les efforts sont dispersés tel que c'est le cas, je pense que ces structures nouvelles qui sont en train d'être créées n'auront pas une longue durée de vie, étant donné à un moment donné, quelqu'un va venir et les fermer. Donc, il faut associer les universités publiques et les structures qui partagent les mêmes centres de formation avec ces nouvelles structures-là. Il faut les associer. Et j'ai l'impression que ce dialogue-là manque beaucoup. Pour conclure, moi, je pense que nous avons beaucoup échangé et nous sommes d'accord que dans ce domaine de l'éducation, des efforts restent à faire. Et ces efforts-là, et pour les faire, ce n'est pas seulement un gouvernement ou bien un mandat ou 2 mandats ou 3 mandats ou 4 mandats de présidents successifs qui permettront de les faire. Il faut un véritable programme. Il faut un véritable programme dans le secteur de l'éducation, un véritable plan sur plusieurs années et chercher un financement pour ce plan-là et l'exécuter. C'est ça qui permettra d'améliorer la performance dans ce secteur-là. Mais si on laisse ça à la volonté de chaque président à travers son projet de société, à travers son programme d'action, il fera ce qu'il arrange pour améliorer sa popularité. C'est ça qu'il fera. Alors qu'on ne doit pas politiser l'éducation. On ne doit pas politiser l'éducation. Mais il se fait que chaque fois, l'éducation est politisée dans notre pays et les résultats sont là. Donc, il faut dépolitiser l'éducation
avoir un véritable programme sur plusieurs années, chercher des financements pour les exécuter de telle manière, quel que soit le gouvernement qui sera là, il va continuer. Ce programme sera porté par le Conseil national de l'éducation. Je vous remercie, M. Diosso. Merci, M. Kiti. Je laisse la parole au professeur Balobi pour son mot de fin. Mon mot de fin, c'est, j'avais dit à l'entame qu'il s'agit ici de préconiser donc des solutions et de donner une certaine vision. Et nous devons voir le Bénin, tout le système, dans tous les secteurs, dans la trajectoire d'une vision. Et pour cela, je sors donc pour ne pas nécessairement contredire mon collègue Kiti, de sortir de ce qui est utile aujourd'hui. Sinon, on ferait du carpe diem. Ici, extrait du poème d'Horace qui dit « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Je sais que ce n'est pas de ça qu'il parle. Oui, c'est utile aujourd'hui. Puis il a eu d'ailleurs le mérite de reconnaître qu'il faut aller au-delà et changer beaucoup de choses. Le CAMES fait partie de ce qui serait utile aujourd'hui, mais nous devons donc voir au-delà du CAMES, voir donc l'universalité donc de la science qui n'a pas de frontières ni de nationalité. Et je dois dire que c'est dans ce sens que moi j'abonde et que c'est là mon rêve. J'embrasse l'idée de CNE, j'embrasse la question donc de financement bien fait et les résultats que cela pourrait donner sont immenses. J'embrasse aussi la question de la cité de l'innovation parce que c'est de l'innovation qu'il s'agit. Il faut sortir du quotidien, il faut sortir des sentiers battus. Quand je lis dans la presse, que ce soit national ou international, qu'un Kenyan, qu'un Béninois de Bukombe, qu'un Togolais a inventé ne serait-ce qu'un tricycle et qui révolutionne la façon donc de faire le transport dans son milieu, j'en suis fier. Quand je sais qu'un Béninois est l'auteur de quelqu'un qui, n'est-ce pas, peut changer la façon de faire la médecine ou le traitement par la téléchirurgie ou la télémédecine, j'en suis fier. Mais il faut y investir les sous, il faut une organisation et une discipline sérieuse. Comme l'a dit le professeur ici, la recherche doit être liée à, que ce soit au CNE, que ce soit à la cité d'innovation, de savoir ou de l'excellence, il faut de la recherche. J'investis dans la recherche car cette dernière est liée, pour ne pas dire, doit être en dialogue permanent avec cette cité d'innovation, ou bien le Conseil national d'éducation. Pour finir, et je n'en aurai jamais fini, tant que les gens ne me diront pas tais-toi, retournons, changeons le paradigme fondamentalement pour ne pas être là à piétiner ou à patiner dans la boue sans avancer. Ce qu'on peut faire déjà, c'est à partir du prochain gouvernement qu'on commence à rouvrir progressivement les centres d'éveil, de stimulation de l'enfance et qu'on embrasse dorénavant, à défaut de changer notre constitution, encore qu'on n'est pas obligé de changer la constitution parce que c'est un droit universel, le droit des hommes de jouir et de pouvoir parler et d'exercer dans leur langue maternelle. Qu'on puisse donc progressivement ouvrir les centres d'éveil de stimulation de l'enfance et donner l'option aux gens progressivement d'embrasser ces langues dans les écoles, en attendant qu'on dise que oui, ce n'est plus le français, c'est la langue telle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit maintenant, mais il faut commencer. Alors, le plaidoyer, je vous en prie, prenez ça au sérieux avec moi et avec d'autres. Je suis sûr que vous-même, vous avez songé à cela. Commençons à parler. Et là, je ne les vois pas, mais je vois l'institution, le Parlement. Je vous en prie, c'est à vous que je parle. Prenez cette question au sérieux. Laissez la politique de côté et songez à l'éducation nationale, à la culture,
et aux langues que nous parlons dans toutes les contrées de notre pays, aussi lointaines soient-elles. Et soyez-en bénis si vous vraiment sortez une loi dans ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voulais oui, Monsieur Diossou, Monsieur Diossou, oui. Si vous permettez, hein, juste une minute. Monsieur Baloubi a mis l'accent sur un élément très important, la connexion entre l'université et le monde politique. Cette connexion-là également manque beaucoup dans notre pays. Il faut qu'il y ait une connexion entre l'université et le monde politique. C'est très important. Merci beaucoup. Donc, je remercie les internautes qui sont restés avec nous. On a fait pratiquement plus de 3 heures d'émission. Je remercie aussi tous les invités. Monsieur Azarias Seko qui était avec nous sur le volet économique. Monsieur Faustin Aïssi, Nathaniel Kitty, qui a dû bouleverser un peu son programme de ce dimanche pour rester avec nous jusqu'au thème de cette émission. Et Monsieur Désiré Baloubi. On aurait pu aborder, il y a tellement de choses à dire sur le PAG, le tourisme, le sport, le cadre de vie. On n'a pas eu le temps d'aborder tous ces aspects, mais dans le cadre d'une émission comme ça, on ne peut pas aborder tous les éléments. Mais on suppose qu'on a planté les graines et puis d'autres vont continuer les débats ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, au niveau des chaînes officielles du gouvernement. Donc, merci vraiment pour votre disponibilité, pour nous avoir accompagnés sur cette initiative. Et on se retrouve une autre fois. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci. Merci infiniment. Merci. Ouais. Salut, du courage, les collègues. Merci beaucoup. On reste en contact. Bien, tout à fait. Merci. Au revoir. Merci. Ouais, au revoir. Ouais. Je vous aime.